Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. La méditation donne parfois l'impression à certains d'être une attitude un peu narcissique qui vise le bien-être individuel au détriment de celui des autres ou de la société. En réalité, tout au contraire, la méditation permet d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ce qu'on appelle la voie du bodhisattva. Avec notre invité Gérard Pilet, nous allons vous proposer de comprendre ce que signifie la voie du bodhisattva, c'est-à-dire comment s'articule la consécration à l'éveil et l'activité bénéfique envers les autres. Nous verrons quelles sont les conditions pour que l'aide à autrui s'inscrive dans la démarche spirituelle du bodhisattva, puis quels sont les terrains d'expression de cette aide à autrui, qu'ils soient matériels ou spirituels. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine zen, disciple de maître Deshimaru. Vous enseignez la pratique du zen depuis de nombreuses années, et après avoir enseigné la philosophie, et vous avez écrit très récemment un livre sur la voie du bodhisattva, un livre qui nous a permis de travailler sur cette émission. Oui. Alors tout d'abord, nous allons définir ce thème, la voie du bodhisattva. Qu'est-ce que c'est qu'un bodhisattva ? Un bodhisattva, c'est un être qui se consacre à l'éveil, mais aussi qui se consacre à l'activité bénéfique vis-à-vis des autres êtres. La voie du bodhisattva a donc ceci de particulier, c'est qu'elle articule la consécration à l'éveil avec l'activité vis-à-vis de tous les êtres. Le souci de leur bien-être et le souci de leur venir en aide si besoin est. Alors qu'est-ce que c'est que l'éveil ? L'éveil, c'est la fin de dukkha, c'est-à-dire la fin de ce sentiment d'incomplétude. Et la fin de ce sentiment d'incomplétude prend place lorsque cesse l'illusion de la séparation moi-autrui, moi-le monde. Ce qui fait que aider autrui, pour le bodhisattva, ce n'est pas seulement aider autrui, c'est aussi, on pourrait dire, s'affranchir de l'illusion d'un moi séparé des autres, d'un moi séparé de la société, d'un moi séparé du monde. C'est d'ailleurs ce que Maître Dogen dit dans le chapitre du Shobogenzo qu'il consacre aux pratiques du bodhisattva. Il dit « Employez-vous à la pratique altruiste avec le désir de vous libérer de l'égarement dû à l'objet. » C'est des illusions qui résultent de la dualité sujet-objet, c'est-à-dire de la dualité moi, le monde, moi, la société, moi, les autres. Alors on va étudier un petit peu quelles sont les conditions pour que l'aide à autrui s'inscrive dans la démarche spirituelle du bodhisattva. Il y a plusieurs conditions. Oui. La première, c'est d'abord le désintéressement. C'est ça, être désintéressé. C'est ça. Maître Dogen insiste beaucoup sur ce point. Le désintéressement, c'est-à-dire aider autrui sans ne rien attendre en retour, soit sous forme d'un service de valeur équivalente, soit sous forme de reconnaissance. D'autre part, ce désintéressement suppose aussi qu'on n'aide pas autrui avec ostentation, sans faire en sorte que les autres sachent ou voient qu'on a rendu service aux autres. Cette aide à autrui doit se faire aussi sans s'enorgueillir de l'aide que l'on a apportée à autrui. Et tout cela, ça définit ce qu'on peut appeler le désintéressement. Ça, c'est la première condition. C'est la première condition. La seconde, c'est de ne pas aider autrui avec le sentiment « j'aide autrui ». Je suis un bodhisattva, je suis un grand bodhisattva. Pour s'affranchir de ce sentiment égotique de l'aide à autrui, il est important de le remplacer par le sentiment « je ne suis qu'un instrument, je suis le canal par lequel s'écoule l'énergie de compassion des éveillés ».
Ça, c'est donc éviter le piège de l'ego. Oui, exactement, c'est éviter le piège de l'ego. Le Sutra du Diamant insiste aussi beaucoup sur ce point, disant que le bodhisattva qui est attaché à l'idée de son moi, de sa personne, n'est pas un vrai bodhisattva. Et quand cette seconde condition est bien respectée, il y a une aide à autrui, mais il n'y a personne pour s'en attribuer la paternité ou le mérite. Alors, il y a une troisième condition. Oui, c'est celle qui consiste à aider les autres sans considérer qu'il s'agit des autres que moi, mais en considérant que les autres, c'est en vérité mon véritable soi-même. Et c'est en effet à la réalisation de ce véritable soi-même que nous conduit la fin de l'illusion de la séparation. Alors ce sont des conditions qui sont quand même difficiles à atteindre, enfin pour lesquelles la méditation est absolument nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi et comment la méditation peut aider? Oui, alors la méditation, l'assise silencieuse, le zazen, aide beaucoup parce qu'elle permet de créer un espace au-delà du moi. Parce que le moi, l'ego, il se constitue par une appropriation des pensées, une appropriation des émotions, une appropriation des sensations. Et durant le zazen, toutes ces appropriations sont abandonnées, ce qui fait que la conscience s'ouvre à un espace qui est beaucoup plus vaste que l'espace de la conscience égotique. Et c'est cet espace de conscience vaste qui nous permet de sentir intuitivement que notre vrai soi-même n'est pas le soi de l'ego, du petit ego séparé, mais est un soi-même qui inclut les autres êtres. Finalement, quand on aide autrui, on s'aide soi-même. Exactement. Alors on va voir aussi quels sont maintenant les terrains d'expression de cette aide à autrui. Oui. Tout d'abord, quel que soit finalement notre cadre de vie, qu'on soit pratiquant du quotidien, moine, on peut être bodhisattva? Ah oui, on peut être bodhisattva en toutes circonstances. Il n'est pas nécessaire d'aller, par exemple, à l'autre bout du monde pour être un bodhisattva. Il n'est pas nécessaire non plus d'être dans un temple, un monastère. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi dans toute autre circonstance, comme la vie professionnelle, la vie familiale, et puis aussi l'ensemble de ces rencontres qui se produisent au fil d'une journée. Par exemple, on va chez le boulanger chercher son pain. On peut être aussi un bodhisattva si on adresse à la boulangère qui nous sert le merci qu'on lui doit, le sourire éventuellement qu'on lui donne, etc. Alors justement, on va regarder un petit peu quels sont les lieux où se manifeste l'aide à autrui. Tout d'abord, l'aide matérielle, par exemple. Oui, alors en ce qui concerne cette aide matérielle, il faut avoir non seulement de la compassion, mais aussi du discernement. C'est-à-dire ne pas attribuer n'importe quoi à n'importe qui. Là, par exemple, si je donne par exemple de l'argent à un mendiant, en sachant que cet argent va être utilisé par lui pour se procurer de l'alcool, je contribue à la déchéance physique de ce mendiant et je ne l'aide pas. Beaucoup plus efficace à ce moment-là serait de lui donner soit des vêtements, soit de la nourriture, plutôt que de l'argent quand je sais que cet argent n'aura pas l'utilisation souhaitable pour lui. Alors, un autre terrain d'expression, Gérard Pillet, c'est celui de la parole bienveillante. Ça paraît tout simple et pourtant c'est difficile. Oui, la parole bienveillante. Maître Dogen dit « Ayez cette pensée au cœur quand vous vous adressez à quelqu'un. L'éveillé porte les êtres dans son cœur comme ses nourrissons. » C'est-à-dire, ayez cette pensée que
L'être auquel vous vous adressez, c'est un être qui a en lui le potentiel de la nature de Bouddha. Et donc, parlez-lui comme si vous parliez à quelqu'un d'éminemment respectable et digne de respect, parce qu'il est respectable et digne de respect. Il faut que le cœur et l'esprit soient en accord avec la parole. Ça, c'est très important. Et si, dans l'exercice de la parole bienveillante, le cœur exprime un élan spontané de compassion, l'aide que l'on apporte à la personne à qui on s'adresse est considérable. Ça la pacifie, ça lui permet aussi d'être plus sereine face à l'adversité. Et dans les cas où un conflit est sur le point d'éclater, si au lieu d'apporter une parole d'agressivité, j'apporte une parole bienveillante, je désamorce bien souvent le conflit naissant. Je mets l'autre, celui à qui j'adresse cette parole, dans des dispositions de cœur et d'esprit beaucoup plus favorables. C'est-à-dire que la parole bienveillante, finalement, est un facteur de paix, que ce soit au quotidien ou à un niveau beaucoup plus important, au niveau de relations internationales. Oui, c'est un facteur de paix dans une société. Et on a tout intérêt dans notre société, où les moyens de communication sont très nombreux, on a tout intérêt à ce que se développe ce type de parole bienveillante. Et même quand on a des reproches à faire à quelqu'un ou des critiques à lui faire, on peut les lui faire parce qu'il peut être juste de les lui faire, mais pour cela, utilisons la bienveillance. Et en conclusion, vous dites, Gérard Pillet, que la voie du Bodhisattva, c'est l'une des formes les plus complètes et les plus puissantes qui soient en matière de pratique spirituelle. Oui, c'est très puissant. En fait, on peut dire que le meilleur moyen pour aider les autres, c'est de faire soi-même des progrès spirituels. Et le meilleur moyen de faire des progrès spirituels, c'est d'aider les autres. Il y a un cercle vertueux qui se met en place entre les deux et qui aide beaucoup chacun, non seulement dans l'accomplissement de la voie spirituelle qu'il a choisie, mais aussi qui l'aide dans son travail de bodhisattva vis-à-vis de la société. Car nous sommes tous les responsables de la société dans laquelle nous nous trouvons. Ça, les gens n'en ont pas suffisamment conscience. Individuellement, nous sommes responsables de la société dans laquelle nous nous trouvons. Il suffit qu'on ait des petits gestes d'attention vis-à-vis des autres, qu'on ait des paroles justes et bienveillantes pour que le climat change. Et si vous avez des millions de gens qui procèdent ainsi, c'est toute l'atmosphère de la société qui pourra changer. Merci Gérard Pillet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et pour prolonger un peu plus l'émission, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord de notre invité Gérard Pillet, Suivre la voie du Bodhisattva aux éditions Kanjinzai. Il s'agit donc du dernier ouvrage de Gérard Pillet qui explique comment s'articule la consécration à l'éveil et l'activité bénéfique au profit de tous. Un ouvrage clair, précis et tout à fait convaincant sur la nature et la fonction du Bodhisattva. S'étudier soi-même, également de Gérard Pillet, édition Kanjinzai. Et enfin, Cœur zen, esprit zen, d'Amasami aux éditions Sully. Voilà, cette émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain.